MRC contraint de reporter sa convention extraordinaire. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, ne pourra pas tenir sa convention extraordinaire ce 29 novembre. L'événement qui devait acter le retour de Maurice Kamto à la tête du parti a été reporté par le président intérimaire Mamadou Moutar. Ce report fait suite à un arrêté du sous-préfet de Yaoundé 4 qui invoque un risque de trouble à l'ordre public. La décision administrative s'appuie sur un signalement émanant d'un membre du parti lui-même, Okalaï Bodé. Plusieurs cadres du MRC y voient une manœuvre politique pour entraver la dynamique de rassemblement autour de leur leader. Si d'une part on note le report de la convention du parti d'opposition MRC interdit par l'administration qui redoute des troubles à l'ordre public, d'autre part, vu la correspondance introduite en date du 27 novembre 2025 par M. Okalaï Bodé Joseph Thierry, membre fondateur du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC, avec comme objet signalement de risque de troubles à l'ordre public à l'occasion de la convention nationale du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun prévue le 29 novembre 2025. Donc, est interdite pour compter de la date de signature du présent arrêté l'organisation de la convention extraordinaire du 29 novembre du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun prévue à son siège à Odia, lieu-dit dispensaire. Donc là, finalement, il n'y aura pas élection de ce côté, ça c'est sûr. Le sous-préfet de Yaoundé 1 renvoie à une date ultérieure la convention extraordinaire du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, initialement prévue le 29 novembre 2025. Il fait savoir que cette rencontre est une menace à l'ordre public, une décision qui intervient dans un contexte où Thierry Okalaï Bodé, membre fondateur de la formation éponyme, avait adressé une correspondance à l'administrateur civil avec pour objet le signalement des troubles à l'ordre public lors de la dite rencontre. À la lumière de cette décision du sous-préfet, les langues se délient au sein de l'opinion pour dénoncer un plan de destruction du MRC et des basses manœuvres qui mettent en mal la démocratie. Plus de détails avec vous, Marie-Faustin Kimonier. La convention du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, initialement prévue le 29 novembre 2025, a été reportée par le sous-préfet de Yaoundé 4 qui souligne qu'elle est une menace grave de trouble à l'ordre public. Une décision condamnée sans détour par de nombreux citoyens qui dénoncent l'acharnement du pouvoir de Yaoundé vis-à-vis du MSC et du professeur Maurice Kamto. Le gouvernement a prouvé ça depuis, parce que le système en place veut déstabiliser le MSC. Quand le président Maurice Kamto veut revenir comme président du parti, ils savent que les législatives, les municipaux, il va tout rafler. Et ils ont peur, ils savent que le président Maurice Kamto a le pouvoir, le peuple est avec lui. C'est par rapport à ça qu'ils sont en train de mettre les bâtons dans les roues pour les carter, pour que les législatives comme ça, le RDPC, avec la campagne présidentielle qu'ils ont vu que le parti a baissé. Le gouvernement, si donc ça nous dépasse seulement. On n'a même plus rien à dire, donc c'est pas pour eux. Ils ont peur que le MS va tout fait tous les maires, les députés, tout. Donc c'est tout ça, c'est la peur entre eux. D'autres compatriotes, animés par la dynamique du changement, s'appuient sur ce renvoi et d'autres faits similaires qui ont prévalu bien avant sur la scène politique pour regretter l'agonie de la démocratie camerounaise. Pour le mauvais message, nous Camerounais, nous connaissons déjà depuis que le Cameroun ne pratique pas la vraie démocratie que nous connaissons. Ça, c'est une fois de plus de piétiner la démocratie, même pas seulement camerounais, mais mondial. Je pense que le monde est au courant de tout ce qui se passe. Ce n'est pas un message pour la démocratie, mais et tous ceux qui se disent l'Union européenne, tout ceci, cela, ils voient tous ces trucs-là qui se passent au Cameroun. Ils sont muets. Est-ce qu'ils ne peuvent pas sonner la fin de la récréation? Franchement, ça fait mal. Voir un pays où on piétine la loi, on parle de démocratie rien que sur le papier et que ce n'est pas pratique, ce n'est pas appliqué sur le terrain. Franchement, il faut que l'extérieur essaye de mettre de l'ordre. Ça dépasse au Cameroun. Il faut qu'ils viennent mettre de l'ordre au Cameroun. À la suite de cette note du sous-préfet de Yaoundé 4, le président par intérim du MS, Mamadou Moutar, a relevé dans un communiqué que la dite convention est reportée à une date ultérieure. Un autre rebondissement qui intervient à quelques semaines des élections régionales. Cher ami, je vais te parler ce jour de l'histoire de Clarisse et Bertrand. Clarisse et Bertrand sont mariés depuis 8 ans. À première vue, tout semble aller bien. Une belle maison à Douala, 2 enfants et une vie socialement réussie. Mais derrière les sourires des photos de famille, il y a des tensions silencieuses. Clarisse reproche souvent à son mari d'être froid, d'être distant, d'être peu attentif, d'être peu présent. Bertrand, quant à lui, dit qu'elle est trop émotive. Elle colle trop, qu'elle dramatise tout, exagère même un rien. Un jour, après une énième dispute pour un message non répondu, Clarisse éclate en sanglots. Elle pleure. Et elle pleure en disant « Tu fais comme mon père. Quand j'avais besoin de lui, il n'était jamais là. Et quand je demande seulement que tu sois présent, tu commences à t'énerver. Tu t'emportes et tu me dis des choses méchantes. » Le silence s'est installé entre eux.
Bertrand comprend soudain que la colère de sa femme ne vient pas de ce jour-là, mais d'un manque plus ancien. Ce jour-là, pour la première fois, il parle non plus comme deux adultes qui s'accusent, mais comme deux enfants blessés qui apprennent à se comprendre. Oui, chers amis, quand l'enfance est inachevée, elle s'invite toujours dans un couple et crée des moments de tension. Des tensions qu'on aurait pu éviter si on comprenait ce qui nous arrive. Nous croyons souvent que l'amour adulte commence à deux. En réalité, il commence bien avant, dans les bras de nos parents, dans leurs mots, dans leur silence, dans leurs absences. C'est là que se forme notre manière d'aimer et de réagir aux émotions. Un enfant qu'on n'a pas écouté devient souvent un adulte qui réclame sans cesse d'être entendu. Un enfant souvent critiqué devient un partenaire hypersensible à la moindre remarque. Un enfant qui a dû tout gérer seul devient un conjoint qui ne supporte plus la dépendance émotionnelle. Dans beaucoup de foyers camerounais, l'éducation est encore marquée par la rigueur. Un homme qui ne pleure pas. Une femme doit se taire pour avoir la paix. Les enfants doivent obéir, pas discuter les ordres. Ces phrases, souvent prononcées avec des bonnes intentions, laissent pourtant des traces profondes. Elles apprennent à l'enfant à refouler ses émotions plutôt qu'à les comprendre. Mais une émotion refoulée ne disparaît jamais. Elle dort, et dans le couple, elle finit toujours par se réveiller. Le mariage ou la vie de couple, c'est un peu comme un miroir. Il ne ment jamais. Ce que nous n'avons pas guéri dans notre passé, l'autre le reflète, parfois malgré lui. Prenons le cas de la peur de l'abandon. Mon amie Mireille a grandi avec une mère commerçante souvent absente. Aujourd'hui, chaque fois que son mari sort sans prévenir, elle panique, l'appelle 10 fois, elle imagine toujours qu'il est en train de faire le pire. Ce n'est pas son mari qu'elle craint de perdre, mais la sécurité affective qu'elle n'a jamais eue. Un autre exemple, c'est ce besoin de contrôle qui habite certains d'entre nous. André, lui, a grandi dans une maison où son père décidait de tout. Il décidait de tout sans demander l'avis de qui que ce soit. Aujourd'hui, il veut tout maîtriser, les dépenses, les sorties, même la manière dont sa femme s'habille. Ce n'est pas qu'il soit mauvais ou autoritaire, ce n'est pas qu'il est Kabila ou Mobutu, qu'il est dictateur, non. C'est sa façon d'éviter le chaos qu'il a connu étant enfant, quand il se sentait impuissant. Un autre exemple encore, c'est la peur du rejet. Linda, brillante et indépendante, se ferme dès que son conjoint la critique. Elle réagit avec froideur ou ironie, comme pour se protéger. Mais au fond, chaque remarque réveille une vieille douleur, celle de la petite fille qu'on jugeait sans jamais valoriser. Dans tous ces cas, l'émotion dépasse la situation présente. Ce n'est pas l'autre qui fait mal, c'est la blessure ancienne que l'autre touche sans le savoir. Oui, chers amis, quand deux enfants inachevés se rencontrent, il y a toujours des tensions qu'on aurait pu éviter si on comprenait leurs origines. Imaginez deux personnes qui portent chacun leur passé, leur peur, leur manque, leurs rêves. Quand ces deux histoires se rencontrent, le couple devient un champ de projection. Chacun attend inconsciemment de l'autre qu'il repart ce qui manque, ce qui a manqué dans sa vie. Mais l'autre ne peut pas réparer une enfance. Il peut comprendre, soutenir, accompagner, mais pas combler. Alors les frustrations s'installent. Celui qui cherche la tendresse enfin s'épuise à être toujours en demande. Celui qui cherche à tout contrôler finit par étouffer l'autre. Celui qui fuit les émotions se coupe du lien affectif. Et on entend souvent des phrases comme « Je ne me sens pas compris. Tu ne m'aimes pas comme j'aimerais. Tu ne fais jamais assez. » Ce n'est pas un manque d'amour, mais un amour parasité par les blessures du passé. Oui, chers amis, les émotions sont des messagères qui sont mal comprises. Au lieu de rejeter nos émotions, il faut apprendre à les écouter. Chaque émotion dit quelque chose d'essentiel. La colère dit qu'une limite a été franchie. La peur dit qu'on se sent en insécurité. La tristesse dit qu'on perd quelque chose d'important. La jalousie dit qu'un besoin d'attention n'est pas entendu. Prenons un exemple fréquent dans notre société camerounaise. Quand un mari arrive tard sans prévenir, sa femme lui fait une scène de ménage. Et lui entend « Tu veux toujours me contrôler ». Mais ce qu'elle dit réellement, c'est « J'ai eu peur d'être oublié. Tu as trop traîné dehors ». Et quand un homme se referme après une dispute, la femme croit qu'il est indifférent. Mais non. Souvent, c'est un petit garçon blessé qui se replie parce qu'il n'a jamais appris à exprimer sa douleur autrement que par le silence. Nos émotions sont donc des langages cachés. Elles ne veulent pas détruire le couple, mais révéler ce qui demande à être compris. Oui, chers amis, nous devons apprendre à guérir à deux. Guérir une enfance inachevée ne se fait pas par magie. Mais le couple peut devenir un espace de guérison si chacun accepte d'en faire un chemin de conscience plutôt qu'un champ de bataille. Voici donc quelques pistes complètes qui pourraient nous aider. D'abord, prendre conscience de ses réactions. Au lieu d'accuser, observer. Observer pourquoi est-ce que cette situation me touche autant. Par exemple, si je me sens rejeté quand tu te tais, c'est peut-être parce qu'on m'a souvent ignoré quand j'étais enfant. Deuxième chose, apprendre à communiquer sans attaquer. Dire « je me sens » au lieu de dire « tu es, tu as ». Ça change tout. Par exemple, je me sens triste quand tu m'interromps. Cela est plus constructif que de dire « tu ne respectes jamais ce que je dis ». Troisième chose, offrir l'écoute au lieu de la défense. Souvent, on veut se justifier au lieu d'écouter. Mais parfois, la personne blessée ne cherche pas une réponse. Elle veut juste être entendue. Quatrièmement, ne pas avoir peur de demander de l'aide. Parler avec un conseiller conjugal, avec un pasteur, avec un thérapeute n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. Car ce que l'on ne dit pas finit toujours par crier autrement, dans la colère, dans la froideur ou la distance. Cinquième piste, réapprendre à aimer son enfant intérieur. Cela peut sembler symbolique, mais c'est très concret. Se parler avec douceur, se pardonner, faire la paix avec son histoire. Quand l'enfant intérieur se sent enfin en sécurité, l'adulte peut aimer sans dépendance, sans peur et sans fuite. Oui, cher ami, dans notre société, il y a une vérité universelle. On n'a pas besoin d'une enfance parfaite pour aimer. Dans notre pays, le Cameroun, beaucoup d'entre nous n'ont pas grandi dans des familles où l'on exprimait facilement les émotions.
Nos parents ont souvent fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens du moment. Mais reconnaître ce manque ne signifie pas leur en vouloir. C'est accepter de reprendre la responsabilité de sa propre croissance émotionnelle. Aimer, ce n'est pas trouver quelqu'un qui ne nous blessera jamais. C'est trouver quelqu'un qui nous aidera à regarder nos blessures sans honte et à en faire un pont plutôt qu'un mur. Oui, cher ami, nous devons apprendre à aimer avec conscience. Le couple n'est pas un refuge contre le passé. C'est un laboratoire de transformation. Nos émotions, même les plus douloureuses, ne sont pas nos ennemis. Elles sont des messagères qui nous rappellent ce qui reste à guérir. Clarisse et Bertrand, après ce fameux soir, ont commencé à parler autrement. Ils ont compris que derrière chaque reproche, il y avait une peur. Derrière chaque colère, un besoin d'amour. Et derrière chaque silence, une ancienne douleur qui demandait simplement d'être écoutée. Aujourd'hui, leur couple n'est pas parfait, mais il est plus vrai. Il est beaucoup plus vrai qu'avant. Ils ne cherchent plus à avoir raison, mais à se comprendre. Et c'est là que naît la maturité émotionnelle. Non pas dans l'absence de conflit, mais dans la capacité à voir l'autre sans oublier de se voir soi-même. En définitive, chaque couple camerounais, chaque homme, chaque femme porte en lui ou en elle un enfant intérieur qui veut être reconnu. L'amour véritable commence le jour où nous décidons de tendre la main à cet enfant, non pas pour le faire taire, mais pour lui dire « Tu n'es plus seul. Nous pouvons maintenant aimer en paix. » Votre pause réflexion de lucidité et parfois de vérité. Aujourd'hui, avec Marie-Agnès, nous abordons un sujet essentiel, la relation entre la famille et l'école. Deux piliers fondamentaux dans la formation d'un enfant. Mais qui de plus en plus semblent marcher chacun de leur côté. D'un côté, des parents dépassés, parfois démissionnaires, parfois exigeants, au-delà du raisonnable. Et de l'autre, des enseignants surchargés, épuisés, souvent accusés de tous les maux. Résultat, une éducation déséquilibrée où l'enfant navigue entre deux mondes qui devraient se compléter, mais qui trop souvent se confrontent. Pourquoi ces ruptures? Qui doit faire quoi? Et comment réconcilier ces deux grands éducateurs que sont la maison et l'école? On en parle sans filtre tout de suite avec Marie-Agnès. Marie-Agnès, bonjour. Bonjour Cyril. Très heureux de te retrouver comme tous les matins. Pareil, je suis contente. Allez, un peu fatiguée par la nuit, c'est ça? Un peu, mais ça va. Il te faut de la pêche, ma sœur. Voilà. Alors Marie-Agnès, pourquoi dit-on aujourd'hui que famille et école ne se parlent plus? Parce que les liens se sont fragilisés, Cyril. Avant, l'éducation était un travail collectif. Les parents, les enseignants, les voisins et la communauté, tout le monde participait à la formation de l'enfant. Aujourd'hui, chacun reste dans son coin. La famille accuse l'école avec des phrases telles que « vous n'éduquez plus ». L'école accuse également la famille avec des phrases telles que « vous ne suivez plus les enfants ». Et au milieu, que devient l'enfant? Il devient l'otage d'un conflit silencieux. Le problème ici, c'est que la famille enseigne les valeurs, tandis que l'école enseigne les savoirs. Si ces deux blocs ne se parlent pas, l'enfant grandit avec un vide énorme. On entend souvent les enseignants dire « les parents ont abandonné leur rôle ». Est-ce que c'est vrai ça? En partie, oui. Beaucoup de parents confondent payer la scolarité avec éduquer. Ils pensent qu'en inscrivant un enfant, ils ont tout fait leur devoir, mais l'école n'est pas une usine. C'est un espace d'apprentissage qui a besoin d'un relais familial. Certains parents ne vérifient même plus le cahier de leurs enfants, n'encouragent plus la lecture, ne connaissent même pas le nom de l'enseignant de leurs enfants. Dans ces conditions, l'école travaille seule. Et une école seule est une école affaiblie. Mais attention, il ne s'agit pas de blâmer, car beaucoup de parents sont débordés, stressés, épuisés, et certains cumulent 2 à 3 emplois. Mais la vraie question est, comment recréer un lien fonctionnel? Mais alors, du côté des enseignants, Marie-Agnès, quelles sont leurs responsabilités dans cette rupture? Les enseignants ont aussi évidemment leur part de responsabilité. Certains sont devenus trop défensifs, ils se sont attaqués, critiqués, surveillés. Du coup, ils ferment la porte au dialogue. Ils ne veulent plus rendre des comptes, alors que la communication en ce moment-ci est essentielle. Dans certains établissements, les réunions parents-enseignants sont bâclées ou trop brèves. On parle de notes, mais pas d'enfants. On parle de discipline, mais pas d'éducation émotionnelle. Le deuxième problème, c'est la surcharge. Quand une maîtresse gère 70 élèves dans une classe, elle ne peut pas donner une attention personnalisée. Elle devient technicienne de l'apprentissage au lieu d'être éducatrice. L'école doit revoir son approche. Enseigner, oui, mais aussi écouter, accompagner et surtout collaborer. On parle beaucoup d'enfants indisciplinés aujourd'hui. Est-ce une conséquence de ce manque de communication entre la famille et l'école? Totalement. Quand la famille et l'école ne se transmettent plus le même message, l'enfant choisit le message qui l'arrange. Si l'école dit « respecte les règles » et la maison dit « ton maître exagère », l'enfant perd ses repères. Il apprend que l'autorité est relative, que les limites sont négociables et c'est ainsi que naît l'indiscipline. Un enfant a besoin d'un cadre ferme mais aimant. Quand les adultes ne sont pas alignés, l'enfant se perd. Est-ce que les nouvelles technologies, les réseaux sociaux ont aussi un rôle dans cette rupture? Oui, et un rôle immense. Les téléphones remplacent les conversations de nos jours. Les parents sont physiquement présents mais émotionnellement absents. Les enfants apprennent plus sur TikTok qu'à la maison. Et le pire, c'est que les écrans créent des univers parallèles. L'école parle d'effort, le téléphone parle de facilité. L'école enseigne la patience, le téléphone encourage l'immédiateté. L'école parle de discipline, mais les réseaux sociaux récompensent la provocation. On ne peut pas demander à l'école de rivaliser avec un smartphone. Alors, comment réconcilier famille et école? Quelles sont les pistes, Marie-Agnès? Il y a 3 pistes majeures. 1. Recréer le dialogue. Des réunions plus fréquentes, plus humaines, moins formelles, pas seulement pour parler des problèmes, mais aussi des progrès. Il faut que le parent se sente écouté et que les enseignants se sentent respectés. 2. Former les parents. On oublie souvent qu'être parent s'apprend.
Il faudrait des ateliers sur la discipline positive, sur la gestion des écrans, sur l'accompagnement scolaire, sur la communication émotionnelle. Une maison qui éduque bien facilite 1000 fois le travail de l'école. Et de 3, il faudrait également valoriser nos enseignants. Un enseignant respecté devient un mentor pour toute une génération. Il faut améliorer leurs conditions, leur formation continue, mais aussi leur statut social. Car un pays qui maltraite ses enseignants prépare son propre déclin. En résumé, un enfant grandit entre deux mondes. S'il ne s'accorde pas, il se brise, n'est-ce pas? Exactement. L'enfant est comme un pont. La famille est une extrémité, l'école est de l'autre. Si l'un des deux est fragile, le pont tremble. Si les deux se fissurent, le pont s'effondre. Un enfant devient équilibré lorsque les deux institutions qui l'entourent lui offrent le même langage éducatif. Le langage du respect, du travail, de l'effort, de la discipline et surtout de l'amour. Quand famille et école se parlent, s'écoutent et collaborent, l'enfant s'élève. Merci Marie-Agnès pour cette analyse aussi sensible que profonde. Aujourd'hui, nous comprenons une chose, on ne peut pas éduquer un enfant avec une seule main. Il faut la main de la famille, la main de l'école et même la main de la communauté. Si ces mains ne se tiennent pas, l'enfant tombe entre les doigts de la société. La famille doit cesser donc de déléguer totalement. L'école doit cesser de travailler en isolement. Chacun doit reconnaître sa mission, ses limites et ses responsabilités. Rebâtir cette alliance, ce n'est pas seulement améliorer les résultats scolaires, c'est préparer des enfants stables, confiants, responsables, prêts à devenir des adultes dans notre pays, dont notre pays a vraiment besoin. Oui, famille et école doivent se parler, parce qu'un enfant bien accompagné est un citoyen qui ne trahira pas sa nation. Merci Marie-Agnès, à demain. C'est avec plaisir, à demain. Du public du président national du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dont on vous rend le contenu à l'instant. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun informe ses militants et l'opinion publique que la convention extraordinaire, initialement prévue le 29 novembre 2025, est reportée à une date ultérieure. Les dispositions relatives à la nouvelle programmation seront communiquées en temps voulu, fait à Yaoundé le 27 novembre 2027 et 2025. Voilà, une communiqué qui tombe à l'instant, fait à Yaoundé le 27 novembre et notamment signé de Mamadou Mota, président national par intérim du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. La suite du